Je vais, reprendre, des éléments d'une présentation que j'avais fait il y a un peu plus de 2 ans, pour, parler de ce qui s'est amélioré et de ce qui n'a pas du tout changé, en termes, de d'IPv6, en hébergement, en fournisseur d'accès et cetera. Donc je suis membre de la task force depuis, un petit, heu, un petit moment, maintenant. Donc bon, je suis, les travaux. Alors j'ai appelé ça, 108 semaines plus tard, hein, un petit peu plus de 2 ans, il y en a qui reconnaîtront l'inspiration. Donc hébergement, fournisseur d'accès, VPN et puis un tout petit peu de hotspot. Alors je commence par l'hébergement. Moi je vois, enfin souvent on sépare, les services, on parle du web, alors voilà tout ce qui est frontal web, d'un côté, site et cetera et puis de l'autre, des services, autres, cachés un peu parfois, des back-ends et cetera, applicatifs, qui sont pas web ou, tout à l'heure on parlait de la messagerie par exemple, du SMTP qui est très en retard, sur le point .fr et sur d'autres. Hem, je vais commencer par un exemple, français, je prends OVH. On a ici, quelqu'un qui, 2022 nous demandait, chez OVH, vous avez un truc qui s'appelle les VRAC, ça vous permet de faire un rack virtuel de vos serveurs avec de l'adressage privé et cetera. Et je regardais ce GitHub de temps en temps, un petit peu comme on lit une histoire le soir. Eh bien, il a fallu attendre le 19 mars pour que cette même personne revienne tout sourire et d'ailleurs, je crois qu'il a changé sa photo de profil, on voit qu'il est heureux là. Qui dit que ça y est, il a bien son /56 dans le VRAC et je me souviens qu'OVH avait parlé de ça lors d'un FRnog, donc preuve que ça avance, donc bravo, bravo OVH, un bon exemple. Je vais prendre un autre fournisseur français. Alors je vais mettre mes lunettes, spéciales fourchour, hein, puisque je vais vous parler bien sûr, hein, je vais vous parler d'un fleuron de l'industrie française, Dassault, qui fait, des avions très complexes, qui fait son propre software et qui finit par héberger, aussi de l'applicatif pour des autres avec Outscale. Donc, voilà, je pense qu'il y en a qui connaissent 3DS et cetera. Je suis allé taper la recherche IPv6 sur la doc. Attention, ça défile. Alors, 1er résultat, j'enlève les lunettes parce que quand même c'est sombre et ça polarise. Premier résultat, il y a pas. Deuxième, c'est pas supporté en IPv6 et troisième, les CIDR IPv6 ne sont pas prises en charge. Et alors si je dis CIDR IPv6 3 fois d'affilée, je pense qu'au moins 2-3 personnes que je connais dans la salle vont avoir si je dis pas préfixe et CIDR, il y en a qui vont être attaqués et j'aurais pas appelé les soins. Je prends un autre exemple américain, cette fois WS, qui a une page, un tableau plutôt bien qui vous dit qu'est-ce qui est accessible en IPv6. Alors je vais pas vous défiler tout le tableau, j'ai fait quelques petites statistiques toutes bêtes. Qu'est-ce qui est en dual stack? Alors vous avez en bleu ciel, ça nous manque aujourd'hui ici d'ailleurs à Paris, mais on a les clouds, hein, on peut pas tout avoir. On voit qu'il y a une majorité quand même maintenant, de services qui sont disponibles et on commence à avoir même des services qui sont en IPv6 only. Alors, faut pas s'y méprendre, il y a certains de ces services qui sont vraiment liés pour le coup, puisque c'est des gateways IPv6 justement. Côté public, on est presque à la complétude, c'est assez impressionnant, hein. Il y a une personne qui s'appelle, Alexandra Huyd, si je me souviens, chez Amazon, qui suit ça de près et le travail, le travail est là, on voit le résultat. Et côté privé, pareil, on est à plus des 3/4, donc ça montre bien que là-dessus, AWS est extrêmement avancé. Un exemple, suivant, le web. Bon, l'ARCEP est hébergé chez un prestataire français qui fournit de l'IPv6 maintenant et je sais que c'était une des requêtes, de Vivien qui est à côté de moi, de pouvoir l'exposer donc j'ai cette petite extension sur mon Firefox qui vous affiche des 6 à droite, au milieu parce que j'en ai 2 comme ça je suis sûr de mon coup. Donc je vois, sans le vouloir, hein, quand je navigue, que maintenant il y a quand même énormément de sites, communs qui fournissent de l'IPv6. Soit parce qu'ils ont un fort trafic, des sites de presse par exemple, soit parce qu'ils sont sur des plateformes mutualisées, donc parfois ça peut être de simples sites associatifs, mais la plateforme à la base va fournir du V6. Mais parfois c'est pas l'hébergeur qui fait, du V6, parfois il y a un masque, comme dans cette scène de Mission Impossible. Alors, là aussi j'aurais pu mettre les lunettes, mais bon, c'est pas le bon film, hein, confondez pas, hein. On va passer sur France 2, faites entrer l'accusé. Donc à votre avis, quel est cet acteur? Alors il a déjà été cité, hein, il y en a un qui a déjà trouvé la fève tout à l'heure. Quel est l'acteur qui va un acteur connu qui va faire que beaucoup de sites sont passés en V6, sans même y penser?
Cloudflare. Voilà, la bonne réponse vient de sortir. Donc effectivement, c'est, le spécialiste du reverse proxy, du CDN, américain Cloudflare, hein, qui est très connu et qui, tout comme AWS, quand il est en panne en général, si on a deux trois jeux vidéo, deux trois applications pro et autres, il y en a toujours une qui marche pas, on le sait rapidement. Ça permet de voir d'ailleurs qui source qui et on en parlait dans la présentation juste avant de cette hyper centralisation. Bah, Cloudflare, c'est sûr que c'est très rapide pour avoir du V6, hein, bon, moi je l'ai fait pour tester, m'exposer des services dessus, en basculant un domaine, ça prend littéralement 10 minutes. Bon, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que derrière c'est du V6 de bout en bout, mais au moins, c'est accessible au client final. On rappellera toutefois, hein, on parle de vie privée de temps en temps, puisqu'on fait du réseau, du transport et je rappelle que Cloudflare, fait, point de terminaison TLS dans les sessions, donc il voit ce qui passe quand même, hein. C'est pas du load balancing de niveau 4, c'est du load balancing applicatif. Je vais passer aux fournisseurs d'accès. Bon, la fameuse carte, elle est pas passée encore, c'est la carte de Google, celle-ci. Donc on note, simplement un démarrage. Alors il y a un retard en Afrique, mais il y a quelques pays qui commencent à s'y mettre et pas juste à 1 ou 2 mais on commence à avoir quelques pays qui sont au-delà des 10. Donc c'est plutôt un bon signe et puis un autre point, c'est que les statistiques d'analyse de latence, les pays qu'on voit en rouge de Google, hein, qui montrent des gens où, l'IPv6 serait plus lent qu'IPv4, bah, il y en a de moins en moins. Bon après, ce sont les statistiques de Google uniquement, il en faudrait probablement d'autres pour avoir un état, mais on peut noter, ce démarrage en Afrique que, qu'il n'y avait pas il y a 2 ans, hein. Il y a 2 ans, c'était tout blanc. Côté opérateur français, moi je suis, j'avoue être déçu en revanche de ne pas avoir d'effort sur, les box, hein, nos fameuses box, héritées du triple play. Hem, un exemple, chez Free, je peux toujours pas faire de filtrage fin sur de l'IPv6 si je veux en faire. C'est tout ou rien. C'est bon, c'est dommage pour certains cas d'usage avancés, il faut mettre un deuxième routeur derrière. Un autre exemple chez Orange, je j'ai une application qui réclame corps et âme, de s'ouvrir un port sur internet en IPv6 avec du PCP, donc du Port Control Protocol V2. Et bien, comme vous voyez là sur cette capture Wireshark, j'ai même pas pris la peine de refaire le screenshot quand j'ai refait le test, j'ai pris celle d'il y a 2 ans. Et bah, c'est pas mieux. Donc, toujours pas d'ouverture, automatique en IPv6 et c'est dommage puisque si on rappelle, les propos de nos aïeux qui travaillaient dessus au millénaire dernier, ah ça fait loin comme ça, c'était quand même le protocole du end-to-end. Donc là, c'est bête, hein, on est arrivé à la dernière porte et elle s'ouvre toujours pas. Alors qu'on a traversé, Dieu sait je ne sais combien d'ASIC, de ports et autres, équipements télécoms avant d'arriver dans sa maison. Ça c'est aussi un point important, si je reprends ce que vous vouliez tout avant avec les hébergeurs, on va avoir des gens qui ont des services où ils vont pouvoir activer du V6 sur les serveurs et qui vont pas pouvoir, le faire tourner, chez les clients et l'activer parce qu'ils voient qu'il y a pas d'ouverture. Donc ça peut être, des jeux qui vont faire du peer to peer par exemple, hein, il y en a encore. Donc ça incite pas, en fait, il y a cette barrière qui, pour certains services, ne va pas inciter à essayer de faire du V6 parce qu'il n'y a pas que le web et l'HTTP dans la vie, hein, il y a quand même d'autres types de flux, qui passent, sur nos réseaux. Donc globalement, les cas d'usage, qu'on voit, avec les fournisseurs d'accès, alors il y en a d'autres, hein, je vais pas tous les citer, hein, mais, il peut y avoir la délégation de préfixes qui marche pas toujours correctement, les ouvertures de flux manuelles aussi. Bon, voilà, je t'avais cité à l'époque, mais, mon ressenti, c'est qu'il manque vraiment un travail, des opérateurs et vu la place qu'a la France, dans le déploiement, grâce à ces opérateurs justement, ça serait vraiment bien qu'il y ait, un travail fait sur les bancs de test. Ce travail peut être fait par exemple à partir des livrets, que fournit des livrets de test donc pour avoir le logo, IPv6, hein, dont parlait Latif tout à l'heure. Pour concevoir des tests automatisés, tester les box de son parc, vérifier qu'on sait répondre à tel ou tel, cas d'usage. Je vais retourner dans le passé aussi, cette fois au niveau protocolaire. Avec IPv6, on a vu bon, maintenant beaucoup d'opérateurs dans le monde partager de l'IPv4, donc c'est devenu,
enfin, ça y est, je veux dire, c'est dans tous les pays, on trouve au moins un ou 2 gros opérateurs qui s'y sont mis. Alors qu'il y a 2 ans, c'était pas encore le cas. Beaucoup font du MAP, ça marche bien, pas grand chose à dire, que ce soit du MAPT ou du MAPE. Et puis parfois pour certaines raisons, historiques d'architecture, on a des opérateurs qui font, du DS Lite. Alors moi j'ai vu beaucoup de DS Lite, en Allemagne, en Suisse, un petit peu en Espagne, je ne sais pas s'il est toujours là, en Pologne, enfin bon, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Hem, je suis même, j'avais plusieurs opérateurs en Allemagne et en Suisse où le point commun, c'est qu'ils avaient une Fritzbox. Alors, vous connaissez peut-être pas le nom, hein, ça fait sourire les Français souvent avec ce mot-clé qui je suis allé voir le fabricant de cette box qui est vendue, hein, comme chez nous on pouvait avoir du Sagem, du Thomson ou d'autres marques. Voilà, le plus grand constructeur en Allemagne effectivement, comme le rappelle Latif. Eh bien, je leur ai dit: «Mais, pourquoi, beaucoup de vos clients font du DS-Lite? Vous supportez pas du MAP? Vous avez un vieux SOC?» Ils m'ont dit: «Ah pas du tout, on a quelques-uns qui en font». Ils m'ont montré la liste et ils m'ont dit, après, c'est vrai que nos plus gros clients, ils sont restés à faire du DS-Lite. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des gens sur des forums qui se plaignent parce qu'ils ont le choix entre avoir de l'IPv6 et du CGNAT avec du port dynamique, et de l'IP dynamique, quitte à avoir parfois, où vous ouvrez 3 pages web d'affilée, vous allez avoir 3 IP différentes, donc c'est vraiment pas du tout statique, comme si vous étiez sur une connexion mobile, mais ils ont l'IPv6 ou couper V6 et revenir à une adresse IPv4, à eux. Donc c'est le cas par exemple, tiens de Sunrise en Suisse que j'avais testé, ou d'un autre en Allemagne. Alors, choix difficile et quand vous hébergez un truc tout bête, pas besoin d'être, un féru d'informatique par exemple pour exposer un NAS et là vous trouvez des pages entières, alors surtout en allemand pour le coup, ça me rappelle des bons souvenirs d'études, j'ai arrêté depuis. Vous trouvez des pages entières de forums de gens qui se plaignent du DS Lite en disant: «Voilà, moi j'ai une RES en 100.64 et j'ai aucune interface, chez l'opérateur où je peux aller, me natter un port en IPv4». Donc attention parce que, même si on veut tous de l'IPv6, IPv4 n'a pas disparu, loin de là. Il va encore être là quelques années. Ce genre de déploiement est vraiment dommage, hein. J'ai mis quelques exemples d'opérateurs. Donc ce que je dirais, c'est que, je crois savoir qu'un opérateur, qui n'a pas encore, fait sa transition pour sortir du dual stack pense faire du DS Lite. Alors, si cet opérateur m'entend, s'il peut au moins affecter, 4 000 ports avec des IP à peu près fixes par client, c'est proposer de l'ouverture sur une page web, ça serait sympa, plutôt que de dire, «Bah, tant pis, ils ont qu'à faire du V6 partout». Ou alors vous faites comme Radu tout à l'heure qui proposait de casser V4 et puis, voilà. Donc on va t'apporter une batte, Radu et on va après chez l'opérateur, on s'y retrouve. Bon. Alors une autre chose qui a bougé, ce sont les VPN. Alors les VPN, on en parle beaucoup grâce à notre super vote qui a eu lieu à l'assemblée hier pour, mettre sa carte d'identité, sur les réseaux sociaux. Bon, on en parlait pour d'autres raisons, hein, régulièrement. On sait que c'est quelque chose qui est poussé par tiens, sur YouTube, beaucoup de pubs de VPN. Quand c'est pas ça, c'est un truc pour vendre sa voiture. Maintenant, il y a de l'IPv6. Alors, au début, les VPN, ils en fournissaient pas. Il y a des clients, ils croyaient qu'ils branchaient leur VPN, ils se disaient: «Ça y est, je suis derrière» et puis, pas de chance, ils avaient de l'IPv6 chez l'opérateur et puis ce qui était dit en V6, ça sortait en direct. Ils s'en rendaient pas compte. Rapidement, avec les premiers déploiements, à grande échelle, notamment en France, il y a des agents, des clients VPN, qui ont dit: «Bah, tiens, quand tu m'actives, moi, je te coupe ta stack V6, comme ça, tu peux toujours essayer, tu pars qu'en V4, problème résolu». Vous savez le mème du patch là sur l'aquarium là avec, voilà, heu, après ils s'y sont quand même mis donc moi je testais plusieurs plateformes, hein, Mulvad, Proton et cetera, aujourd'hui il y a du V6. Alors, c'est du V6 avec un /128 et en IPv6, si on vous fournit pas une adresse globale, elle est pas prioritaire. Si on vous fournit une adresse, on va dire, privée, elle sera quasiment jamais utilisée parce qu'IPv4 est prioritaire, hein, ça s'appelle la précédence. Donc c'est pas un terme financier, hein, rassurez-vous. Je j'ai que des logos de banque tout à l'heure, mais hem et du coup, ils en fournissent un global qui leur appartient et c'est le même sur tous vos équipements.
Voilà, vous connectez 10 fois à ProtonVPN, avec un Android, un Linux, votre aspirateur, cafetière, robot, ce que vous voulez, vous aurez la même IPv6 tout le temps. Bon, la même IPv4 aussi, mais ça choque moins parce qu'on est habitué au NAT. Donc ils font bien du NAT 6.6. Et comme ils vous fournissent un /128, vous pouvez pas dire, bah tiens, est-ce que je peux aller demander un petit range plus large en disant je vais mettre des adresses pour des VM, des conteneurs? Non, c'est toujours. Et ils supportent pas encore d'ouverture non plus de port. Ils le supportent en V4, certains acteurs, en V6, non. Donc l'anti-leak est de moins en moins utile, hein, j'en parlais, comme ils fournissent de l'IPv6, ils l'ont enlevé maintenant sur la plupart des plateformes. Et puis oui, je disais, il y a pas de flux entrant. Et je vais terminer par un point sur les hotspots. Hem, sur les hotspots, est-ce que vous voyez de l'IPv6? Alors, moi je regarde toujours. En fait, les seules fois où j'en vois, c'est quand c'est un petit hôtel qui a moins de 15 chambres et que, c'est la box opérateur avec le mot de passe et enfin, c'est pas un vrai hotspot, qui d'ailleurs ne répond pas aux obligations légales parce qu'il y a pas forcément de traçabilité. On ne sait pas qui a fait quoi, et c'est, on en vient à un paradoxe en IPv6, bah, qu'on ne sait pas tracer les gens qui font du Slack, donc surtout les terminaux Android qui font pas enfin qui pardon, qui font les gens qui font pas de DHCP, qui font que du Slack, donc les terminaux Android. Et de l'autre côté, on a la loi qui, dans la plupart des pays, nous oblige à ce que vous vous connectiez, vous signez, «J'accepte de pas faire n'importe quoi avec la connexion, et je valide, j'ai le droit pendant 1 heure, 2 heures» et cetera. Alors il a fini par y avoir, un RFC, notamment coécrit par la personne qui veut pas de DHCP sur Android, hein, comme quoi on finit par reconnaître ses erreurs après quelques années, ce cher Lorenzo. La 9686, elle a 1 an, à peu près. Et celle-ci, elle vous propose, que ce soit le terminal, votre téléphone qui informe, un serveur DHCP: «Tiens, j'ai pris une adresse en Slack». Bon, maintenant vous êtes une entreprise, vous gérez un réseau, sur des campus ou même des hôtels, hein. Est-ce que vous allez vous dire: «Moi, je fais confiance au téléphone pour me dire: "Eh, j'ai pris cette adresse"». C'est un peu comme si on sortait un parking payant, on a la barrière, on sort, on fait: «Eh, j'ai payé, hein, je te jure». Voilà. Bon, clairement, c'est pas possible. Voilà, c'est 0 trust, mais pas dans le bon sens. Donc il faudrait un RFC équivalent où, bah, ce soit le routeur, la gateway du réseau qui envoie les tables, de ND, donc la liste des corrélations MAC IPv6, et pourquoi pas aussi IPv4, au serveur DHCP, pour que là, ce soit un équipement géré par l'entreprise, donc et administré de confiance qui remonte cette info. En attendant, il paraît, très difficile, hein, de fournir de l'IPv6, sur des réseaux, publics. Voilà, d'où le fait qu'on n'en voit pas et c'est bien dommage. Allez, je vais faire un dernier aparté. J'ai parlé de Cloudflare tout à l'heure qui a un gros proxy. Vous savez, il y a un autre service qu'on paye qui fait l'inverse, c'est le reverse proxy. Pardon, Cloudflare est un reverse proxy et il y a des proxys, cloud en SaaS, hein. Alors les 2 plus connus, ils sont américains, c'est Zscaler et Netskope. Et bah, Zscaler, ils viennent d'annoncer que ça y est, ils vont faire du V6 à la fois pour les endpoints, donc quand votre PC pro se connecte au serveur proxy et puis, un peu plus tard dans l'autre sens. Et chez Netskope, toujours rien. Donc, là, un bon exemple de navigation pro où, l'effort, n'est toujours pas fait alors que c'est un produit qui est quand même extrêmement, répandu, y compris en France. Voilà, avez-vous des questions? Moi, j'ai une question sur effectivement, on a annoncé, on a pris l'exemple d'Amazon par exemple pour dire qu'il y a tel ou tel service qui sont aujourd'hui compatibles, enfin, ou activés en V6, etc. Comme tous les chiffres qui ont été présentés par l'Arcep, est-ce qu'on sait aujourd'hui le taux d'utilisation? Parce que sans utilisation, on a beau à les activer, on n'est jamais sûr que c'est mature, ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas des problèmes derrière. Je pense que l'utilisation des services activés, c'est très important pour les annoncer comme valides. Alors c'est dur d'obtenir des statistiques. Moi, j'ai essayé notamment avec, la World Broadband Association et l'un de ses membres, qui fait des tests de débit que vous connaissez tous. Ça commence par speed et ça finit par test.
Bon, ils m'ont montré des tests, d'ailleurs, ils m'ont même montré que tous les jours, pour chaque pays, ils génèrent un Excel avec tous les tests. Voilà, comme quoi, eux aussi ont sombré dans, l'Excel. C'est voilà. Et je leur ai demandé s'ils avaient des statistiques d'écart par stack, mais pas encore. Ils m'ont dit: «De toute façon, les tests sont faits dans l'un ou dans l'autre. Il y a pas de test dual stack prévu». Ce qu'on sait par contre, c'est qu'en volumétrie, à partir du moment où on active du V6, on sait qu'aujourd'hui, sur un accès grand public, hein, pas en entreprise, mais sur un accès grand public, clairement, les gens qui vont aller sur des réseaux sociaux, des plateformes de vidéos, leurs serveurs de messagerie et cetera, on peut taper, plus de 90 de volume de données qui est échangé en IPv6. Donc mais vraiment que sur des accès grand public. Donc ça c'est une bonne, c'est un bon point, mais c'est la règle des 80-20. C'est-à-dire on est sur un nombre de, on est sur un nombre de sites qui est pas forcément encore énorme, mais qui génère du trafic. Je crois même que impôts.gouv.fr est en IPv6 maintenant, donc j'y vais quand même de temps en temps, comme vous tous ici peut-être. Heu, donc c'est un bon point. Bercy est à côté, on les remercie de cet effort. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le RFC 8925, qui pourrait remplacer CLAT. Alors, j'avoue que juste les numéros, comme ça, j'ai du mal de m'en souvenir. Sur les remplacements, non, j'ai pas, sur la partie CLAT, comme ça me dit rien. Je sais pas si vous avez plus d'infos en tête? Parce que je Ouais, un petit Ouais, mail parce que je vois bien ce qui est fait pour descendre déjà le support de CLAT dans de plus en plus de terminaux, et Véronica nous évoquait l'exemple de Windows qui va bientôt le supporter, et je crois que le premier à le supporter, il me semble que c'était macOS, hein. Donc il y a un bon effort là-dessus. Hem, Il s'appelle Jason Webb. Webb. Ouais. Allez, on voit ça. Très bien. Donc en tout cas, j'invite, les opérateurs, hein, comme je l'ai dit, qui veulent tester, des cas d'usage sur leur CPE à échanger avec la task force, parce que, ça vaudrait le coup de pouvoir montrer l'exemple, à d'autres pays, d'autres opérateurs qui vont forcément avoir le même souci après. Donc, juste une précision, je viens de vérifier. Donc, effectivement, impôt.gouv.fr est en IPv6, mais c'est derrière Akamai. Ah, Donc, c'est Akamai qui lui offre le V6. voilà, faites entrer l'accusé encore une fois. Bah, Ça marche à écoutez, c'est personne. la même chose au Royaume-Uni, c'est Cloudflare au UK. Bah, on a Et la IPv6. Mieux que rien. L'explosion en fait, des attaques par déni de service qui a forcé, beaucoup de sites institutionnels, d'entreprises et gouvernementaux à se mettre derrière une solution, soit interne, mais rarement des systèmes de filtrage de sessions IP, mais plutôt des systèmes dédiés de reverse proxy HTTP, et vraiment ce qui a fait grimper, énormément ces 2 dernières années, parce qu'on a vu beaucoup de sites qui étaient indisponibles, et aujourd'hui, moi je connais pas une grande entreprise qui n'a pas ses sites institutionnels et son espace client derrière un prestataire spécialisé en anti-DDoS. Mmh. Mmh. Donc c'est un effet de bord d'avoir du V6 pour le coup là, c'est pas, on met pas le V6 pour le mettre, c'est parce qu'on va chez quelqu'un qui va faire, le filtrage et le gardien de la porte d'entrée à votre place. C'est le V6 qui est l'effet de bord. C'est ça. Un petit peu comme la sauce maître d'hôtel sur le steak. Ou le stack, je sais plus. Eh bien, je laisse Jean-Luc, je crois, reprendre